À la une, les agents de la régie communautaire de transport en grève depuis ce matin. Ils ont bloqué l'accès de la CACL pour dénoncer le comportement de la direction. Aucune perturbation toutefois pour les usagers des bus. 14 novembre, journée mondiale du diabète, une maladie 10 fois plus meurtrière que les accidents de la route en France. Aujourd'hui, une action de sensibilisation a pris place dans un centre commercial de Matoury. Près de 300 personnes se sont fait dépister. Et puis une sortie pédagogique pour découvrir l'univers judiciaire. Des élèves en terminale du lycée Melchior-Garret ont passé l'après-midi au tribunal de Cayenne. Une douzaine de jeunes surpris par la réalité du monde du crime. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ce lundi 14 novembre, jour important pour les astronomes et amateurs, historique même peut-être. À l'heure où je vous parle, notre satellite naturel se trouve on ne peut plus près de la Terre. La Lune nous paraîtra ce soir 14% plus grande et 30% plus lumineuse qu'à la normale. Il s'agit de la plus impressionnante pleine lune observable depuis 1948. Quelques précisions avec l'auteur du livre d'initiation à l'astronomie Le ciel de Guyane, au micro d'Ayodele Germa. La Lune tourne autour de la Terre, mais elle ne suit pas une trajectoire parfaitement circulaire. En mathématiques, on appelle ça une ellipse. Donc il y a des moments où elle est assez proche, quasiment à seulement 350 000 km. C'est par exemple ce qui va se passer cette nuit. Et il y a des moments de l'année où elle va être beaucoup plus lointaine. Ça peut aller jusqu'à plus de 400 000 km. Voilà. Donc une superlune, c'est une pleine lune à un moment où la Lune est très proche de nous. Donc là, on a la conjonction de deux choses, une Lune qui est proche et une Lune qui va être beaucoup éclairée, une pleine lune qui va être beaucoup éclairée parce que le Soleil aussi va être plus proche de nous. C'est vrai que le phénomène est particulièrement impressionnant quand la Lune est basse sur l'horizon, donc soit le soir, soit le matin. Voilà, parce que là, quand on peut comparer la taille de la Lune avec un objet proche, par exemple, je ne sais pas, une maison loin, ça donne un effet que la Lune est beaucoup plus grosse. Quand elle va monter dans le ciel, par exemple à minuit, elle sera à la verticale de Cayenne, ça sera beaucoup moins spectaculaire. Là, on rentre vraiment aussi dans l'imaginaire, c'est-à-dire la pleine lune, c'est un moment particulier. C'est le moment où, par exemple, les chasseurs, les pêcheurs, les personnes qui donnent l'agriculture vont considérer que ce moment est particulier. Un moment, c'est spectaculaire. La pleine lune, on voit cette gros astre rond qui apparaît le soir. A priori, c'est la plus belle des superlunes qu'on aura peut-être dans le siècle. Et si les nuages vous le permettent, jetez donc un œil sur l'astre. Sinon, il faudra attendre le 25 novembre 2034 pour que la Lune se rapproche davantage encore de notre planète. Entrons à présent sans plus attendre dans l'actualité. Quelques jours après le meurtre de Patrice Clette, la Guyane se mobilise toujours. Un rassemblement citoyen se tient donc place des Palmistes ce soir à l'initiative du Comité pour plus de sécurité en Guyane. Et demain, les municipalités prendront part au mouvement Mairie morte. À l'appel du président de l'association des maires David Richet, les hôtels de ville resteront fermés. Le maire de Saint-Laurent s'est exprimé à propos de cette opération qu'il compte honorer. On l'écoute au micro d'Elsa González. Comme ce soir d'ailleurs nous allons faire une minute de silence au conseil municipal, je crois qu'il faut ne pas rater une occasion, une opportunité pour faire comprendre, bien entendu la population le sait déjà, mais surtout au pouvoir public, que la mort de Patrice Clette c'est un mort de trop. Alors non pas parce que c'est Patrice Clette, bien entendu, parce que c'est un élu, mais surtout parce qu'il symbolise un nombre important de personnes qui sont tombées sous les coups de la délinquance. Donc il est grand temps maintenant que l'on puisse dire stop à tout cela. Aujourd'hui, nous sommes dans un véritable dialogue de sourds. D'un côté, on a l'État, les pouvoirs publics qui pensent apporter une réponse qui est complètement inadaptée. Et de l'autre côté, nous avons une population qui vit dans la peur, qui vit dans cette délinquance et qui dit il y en a assez. C'est pour ça que j'ai demandé une fois de plus que le Congrès se réunisse. Peut-être qu'au milieu, nous aurons enfin une écoute de la part du gouvernement pour dire attention, il y a certes des lois, il y a des réponses que je qualifie de classiques, mais malgré tout, il y a une situation particulière qui demande que l'on puisse adapter en quelque sorte les politiques publiques. Et notez qu'un nouvel hommage sera rendu demain soir à l'ancien conseiller général, place du marché à Saint-Laurent-du-Maroni. Ce sera de 18h à 21h. La régie communautaire de transport, à nouveau au cœur d'un conflit social, malgré une tentative de discussion avec la présidente de l'Agglo jeudi dernier. Le syndicat UTG de la RCT a bloqué l'accès au bureau de la CACL aujourd'hui. Des agents qui dénoncent un mauvais management de la part de leur directeur ainsi qu'un non-respect de leur plan de carrière. Le réseau de bus n'est toutefois pas perturbé par ce mouvement. Écoutez plutôt le secrétaire général de l'UTG au sein de la RCT.
Le problème qui se passe en ce moment, c'est que voilà, il y a des embauches qui sont faites sans appel à candidature. Nous voyons arriver des gens sans qu'il y ait des appels à candidature. Nous avons des personnes, les contrats ne sont pas renouvelés alors qu'on est en manque d'effectifs en tant que de chauffeurs. Je pense que ça, c'est du favoritisme. On peut pas à l'heure actuelle embaucher sans donner la chance à tout le monde de travailler, de donner à tout le monde sa chance d'avoir un emploi. Si dès le départ tout le monde est déjà hors course, on ne trouve pas ça normal. Je ne pense pas qu'on soit trop sérieux puisque jusqu'à maintenant on n'a pas eu d'appel ni personne n'est venu nous voir pour pouvoir discuter avec nous. Donc depuis jeudi, plus personne. Donc on est là, on attend, mais on a tout notre temps en fait. Il y en a qui ne sont pas là par intimidation, mais voilà, il y en a. C'est que les chauffeurs de bus, c'est ça? Non, pas que les chauffeurs de bus, nous avons un peu de tout, quoi. Tout autre chose, 1 an déjà que 130 Français tombaient sous les balles de terroristes à Paris, 90 d'entre eux à l'intérieur de la salle du Bataclan, et ce sont près de 500 personnes qui se remettent encore difficilement de leurs blessures. Parmi elles, Géraldine, une Martiniquaise, mère de 2 enfants qui nous livre ce soir son cauchemar du 13 novembre 2015. Aujourd'hui encore, elle garde des séquelles musculaires et naturellement psychologiques. Éric Dupuis l'a rencontrée. Géraldine poursuit sa carrière de comédienne. Ici, elle double avec aisance une actrice américaine reconnue. À l'avoir exercé avec passion son métier, difficile d'imaginer qu'il y a 1 an, tout a failli s'interrompre. Je n'ai pas arrêté de travailler en fait. Je n'ai jamais pris le temps. Non, j'ai pas pris le temps de m'arrêter, mais parce que j'ai senti qu'il fallait pas que je prenne ce temps-là, qu'il ne m'était pas nécessaire. J'ai pas voulu nier la réalité, pas du tout. Je l'ai jamais nié. Je me suis jamais dit j'ai pas vécu cet événement, mais non, tout va bien, je suis forte. Je me suis jamais dit ça. Car Géraldine fait partie des personnes présentes au Bataclan le soir du 13 novembre. Avec son mari et 2 proches, elle s'est recluse dans les coursives de la salle et a vécu l'horreur pendant 2 bonnes heures. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle retourne devant la salle de spectacle. Non sans émotion, évidemment. Ça me semble très loin et là tout d'un coup en revenant ça me semble tout près quoi. Je me revois sortir de la salle les mains sur la tête et puis aller de l'autre côté, c'est complètement hébété. Ouais, c'est pas si loin quoi, c'est vraiment pas si loin. Sortie en échappant aux balles, Géraldine a été blessée à la jambe par une barre métallique. En fait, très vite, j'étais dans une position très inconfortable où j'avais très mal, j'étais sur les genoux, recroquevillée. Au tout début, j'ai vraiment pensé, parce qu'il disait ne bougez pas, sinon on vous tue, et il tirait. Et il tuait des gens. Et on savait que chaque balle, c'était quelqu'un qui mourait. Mais ce qui m'a marqué vraiment, c'est que les gens mouraient dans le silence. La comédienne a gardé en mémoire chaque minute passée avec les terroristes. C'était des exécutions. C'est plus la panique où ils tirent sur tout le monde, c'est des exécutions. Oui. Ils tuent les gens les uns après les autres. Et moi, je me suis dit que j'allais y passer. La jeune fille qui était derrière moi a dit « Oh merde, c'est pas vrai, oh merde ». Donc j'ai su qu'elle avait été touchée, mais on sent plutôt les choses, qu'on les entend, on les sent, mais on se retourne pas, on bouge pas, voilà. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard que la Martiniquaise a entamé une psychothérapie afin d'assimiler ce traumatisme. C'est vrai que c'est un petit peu violent, voilà, de voir que tous ces gens, de savoir que je suis pas passée loin, mais que j'ai eu la chance d'en sortir vivante, que mon mari aussi, que mon beau-frère aussi, que on a eu énormément de chance par rapport à tous ces gens qui sont morts là-bas, quoi. Géraldine n'a pas participé aux commémorations du week-end, mais elle les estime nécessaires pour la mémoire des victimes disparues. Elle veut poursuivre sa route comme si de rien n'était, ou presque. Je vous le disais en titre, le 14 novembre est la journée mondiale du diabète, une maladie qui concerne plusieurs millions de personnes en France et en tue 10 fois plus chaque année que les accidents de la route. Parmi les actions proposées aujourd'hui chez nous, une matinée informative s'est tenue dans un centre commercial de Matoury. 300 personnes se sont fait dépister. Ayodele Germa. Une légère piqûre au doigt et cette goutte de sang suffit à dire si oui ou non vous êtes atteint du diabète. Pour un test à jeun, votre glycémie est normale entre 0,8 et 1,6 g par litre.
Au-delà, c'est vrai que là, on conseille de consulter son médecin traitant parce qu'on a obtenu un chiffre anormal pathologique. Donc là, ce matin, sur les personnes qu'on a vues lors du dépistage, on a eu peu de chiffres anormaux et certains savaient déjà qu'ils étaient diabétiques. C'est le cas d'Amise, diabétique depuis 10 ans. Elle profite de cette journée pour remettre à jour ses connaissances sur cette pathologie métabolique. J'ai été préparée à ça parce que, comme mon docteur t'a averti, il m'a dit fais attention de temps en temps, il faut manger des fruits. Quand on mange les riz, il faut manger avec un petit peu de légumes, tout ça. Pâtes ou un petit peu de pâtes, du pain. Mais il ne faut pas manger trop de sucre, non, il ne faut pas manger tout ça. En Outre-mer, la prévalence au diabète correspond au double de celle de la métropole. Elle est estimée à 8%. Pour cet endocrinologue, ce chiffre serait même sous-estimé. Beaucoup de diabétiques s'ignorent. Et très souvent, avant de découvrir le diabète, il évolue depuis 4-5 ans. Au moment où on fait le dépistage, il est déjà quasiment trop tard. On voit également en parallèle de la courbe du diabète, la courbe du surpoids et de l'obésité. On a énormément d'obésité, de plus en plus ce qu'on appelle morbide, c'est-à-dire de plus en plus sévère. On en voit plus qu'en métropole. Alors probablement dans notre département, on l'explique par un mélange à la fois culturel, alimentaire forcément. À partir de 40 ans, surtout quand on a un surpoids, quand on a des antécédents dans la famille, il faut absolument surveiller au moins 1 à 2 fois par an sa glycémie, soit par prise de sang, soit capillaire, c'est-à-dire une petite piqûre au bout du doigt. À cela s'ajoutent des conseils d'alimentation équilibrée, pauvres en graisse et en sucre rapide, sans oublier les 5 fruits et légumes par jour. Et on parle de la maladie tout de suite avec notre invitée ce soir, Laurence Elotto. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste exercé à l'hôpital de Cayenne au sein d'un service qui se consacre notamment à traiter le diabète. On le disait tout à l'heure, 3,5 millions de Français sont diabétiques, un peu plus de 5000 en Guyane. Tout d'abord, qu'est-ce que le diabète? Une maladie due à un taux de glucose trop élevé dans le sang. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors en fait, c'est une maladie chronique. Donc, c'est-à-dire que c'est une maladie qui, une fois qu'elle est installée, en fait, reste à vie. Et c'est une diminution de la sécrétion de l'insuline, qui est une hormone sécrétée par un organe qui s'appelle le pancréas. Et en fait, cette hormone permet d'assimiler le sucre au niveau de toutes les cellules de l'organisme. Et une fois qu'il y a une diminution, le sucre est mal assimilé. Voilà, on n'assimile pas le sucre, donc du coup, le sucre augmente énormément dans le sang, ce qui crée des complications un peu dans tous les organes du corps. Et de notre part, comme on n'assimile pas le sucre, du coup, les cellules ne peuvent pas fonctionner correctement. Alors, quels sont les facteurs? Est-ce qu'il s'agit de ne pas trop manger de sucre ou alors ça peut être aussi génétique ou peut-être d'autres paramètres entrent en compte? Alors, en fait, comme il y a 2 types de diabète, il peut y avoir deux modes d'apparition différents. Il y a le diabète de type 1, qu'on appelle diabète juvénile, et qui est une maladie auto-immune où le corps sécrète des anticorps qui attaquent le pancréas, donc la glande qui sécrète l'insuline. Et donc, chez ces gens-là, il n'y a pas du tout d'insuline. Donc, on les traite uniquement par de l'insuline. Et le deuxième type de diabète, c'est le diabète 2, qu'on appelait avant le diabète gras, et qui, lui, est lié non seulement à des facteurs héréditaires, mais aussi à un mode d'alimentation trop riche en sucre, et qui apparaît un peu plus tard, en général, mais en fait, maintenant, il apparaît de plus en plus tôt. Et dans ce type-là, on donne soit de l'insuline, soit on peut donner aussi des antidiabétiques en comprimé. Alors, à quel moment peut-on se douter qu'on est peut-être atteint du diabète? Est-ce qu'on peut ressentir? Est-ce qu'il y a des symptômes qui apparaissent qui peuvent peut-être nous mettre la puce à l'oreille? Alors, en fait, le mieux, c'est quand même de pratiquer le dépistage régulièrement chez son médecin traitant parce qu'il peut y avoir un certain moment avant que les symptômes se manifestent. Et une fois qu'on est au stade de la décompensation, on peut avoir par exemple des infections à répétition. Ça peut se manifester par ce qu'on appelle le syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont tout le temps soif et qui vont tout le temps aux toilettes, uriner. Et puis une fois que le diabète est bien installé, là ça se manifeste directement par les complications qui peuvent être au niveau des yeux, au niveau du rein,
au Finalement, niveau des on a un peu nerfs. l'impression que ça peut toucher n'importe qui. Voilà. C'est-à-dire qu'à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, on peut présenter la maladie. Et finalement, si on ne se fait pas dépister, on peut passer à côté. Voilà, exactement. Surtout que, en fait, c'est surtout le problème de cette maladie, c'est qu'elle crée des complications dans tout l'organisme. Donc, du coup, si on ne se fait pas dépister à temps, lorsque le diabète se déclare, il peut y avoir déjà des complications qui se sont installées et ce sera plus difficile à traiter. En Guyane, ce sont donc plus de 5000 personnes qui sont officiellement enregistrées, en tout cas par la caisse d'assurance maladie, soit 8% de la population, le double du taux national. Quels sont les profils de ces personnes? Quelle est la tranche d'âge, par exemple? Alors, la tranche d'âge, c'est plutôt autour de 40-50 ans. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de diabète qu'on découvre très tôt, parfois même avant 30 ans. Et c'est vraiment lié à un mode de vie, à la sédentarité, à une alimentation très très riche en sucre. Sachant que ici en Guyane et dans l'outre-mer, souvent les produits sucrés sont beaucoup plus sucrés qu'en métropole. C'est ça, c'est-à-dire j'allais vous poser la question, pourquoi cet écart avec l'Hexagone? Pourquoi ici plus qu'ailleurs? Et donc c'est vraiment lié à cette alimentation. Et puis bon, aussi il y a des différences économiques par rapport à la métropole qui font qu'il y a certaines tranches de la population qui ont moins accès à une alimentation équilibrée et qui n'ont pas aussi une éducation par rapport au message, au message qu'on passe, 5 fruits et légumes par jour. Alors justement, ce message, faisons-le maintenant. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux téléspectateurs par rapport à son alimentation et au dépistage? Alors on peut conseiller déjà d'avoir une alimentation équilibrée. Donc normalement le message c'est 5 fruits et légumes frais par jour, d'éviter les produits riches en sucre, donc notamment les produits qu'on trouve dans les supermarchés, tout ce qui est... et les produits locaux peut-être aussi parfois? Les produits locaux, c'est-à-dire que nos plats de chez nous peuvent être trop gras, trop sucrés. Il y a aussi là-dessus qu'il faut faire attention? Oui, mais alors après, ce qui est bien, c'est que quand on fait les choses soi-même, on peut doser le sucre. Alors que quand on achète tout prêt, on ne sait jamais finalement comment c'est fait. Et c'est là où c'est plus embêtant, parce qu'on ne regarde pas finalement ce qu'on mange. Et on peut s'empoisonner finalement. Donc l'idée c'est d'être attentif. Et puis d'avoir une bonne hygiène de vie avec de l'éducation physique, de la pratique physique régulièrement. Du sport, merci beaucoup. On rappelle qu'en ce moment même, ce soir, une conférence avec des professionnels de santé a démarré pour aborder cette question du diabète. Vous allez peut-être avoir le temps de rejoindre cette conférence. Merci docteur Laurence Elotto d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On poursuit avec cette sortie pédagogique pour une douzaine d'élèves en terminale au lycée Melchior Garret aujourd'hui. Ils ont passé l'après-midi à assister à diverses comparutions immédiates. Une expérience inédite pour ces jeunes qui découvrent ainsi le monde de la justice grâce à une opération nationale lancée chez nous l'année dernière. Jonathan Lariot. Les regards sont mitigés. Les élèves du lycée Melchior Garret écoutent le procureur de la République dans la salle du tribunal de grande instance de Cayenne. Dans son discours, une liste de délits que tous connaissent. Il est interdit d'acheter très très bon marché un scooter ou un téléphone à quelqu'un qui l'a volé. Celui qui achète un iPhone dernière génération à 50 €, neuf, il sait très bien qu'il achète un téléphone qui a été volé. Et celui qui achète le téléphone, il n'est pas voleur, il est receleur. Et sans plus attendre, la présidente du tribunal fait son entrée avec son conseil. Il est 14 h, les audiences commencent, et après 2 h 30, pleines de comparutions, les avis sont troublés. Quand on est vraiment face de tout ça, ça nous touche vraiment. Parce qu'à la télé, on regarde, mais ça nous touche pas. Du genre, la télé, je suis devant la télé et tout, mais bon, quand on face, tu vois comment il parle, il se défend et tout, ça m'a touché, monsieur. Quand tu es face à ça, je m'en juste ta peur, tu commences à transpirer tout ça, ton cœur commence à battre trop vite, tu commences à... tu transpires tout ça. Même si tu n'es pas à leur place, tu es surpris. C'est la deuxième fois qu'une classe de lycéens assiste à une telle scène. L'initiative mise en place l'année dernière ouvre les portes de la justice française au grand public. Il faut vraiment qu'on explique aux jeunes le fonctionnement de notre justice. La justice est très mal connue des Français et donc c'est à l'école qu'il faut qu'on l'apprenne. Donc c'est très intéressant pour ces gamins donc, de voir qu'il y a des choses, des infractions notamment qu'ils sont capables de commettre. Que ce soit du trafic de stupéfiants, du vol de divers objets ou du recel. Un téléphone qu'on achète à bon marché dans la rue, ça s'appelle du recel et on peut se retrouver au tribunal. C'est très important qu'on puisse venir et qu'on se rende compte par soi-même comment ça fonctionne. Donc c'est bien pour les lycéens, pour les collégiens,
collégiens, mais toute la population guyanaise est la bienvenue au tribunal. Il y a plusieurs audiences par semaine. J'incite vraiment les gens à venir voir comment ça marche. Si en quelques heures, beaucoup de questions demeurent sans réponse pour les élèves, les scènes auront réussi à choquer. On prend la direction de la Guadeloupe à présent, où la ville de Trois-Rivières s'est transformée en village amérindien la semaine dernière. Entre les œuvres monumentales et éphémères proposées par quelques artistes et la cantine scolaire affichant au menu des saveurs amérindiennes, tout était mis en place pour permettre de découvrir la vie et l'histoire des premiers habitants de l'archipel. Karen Diama. Dans cette cantine scolaire, les élèves découvrent depuis lundi dernier une variété de cassave sucrée-salée, ainsi que l'ingrédient principal de fabrication, la farine de manioc. Nous avons proposé de la cassave sucrée en dessert, qui est cassave à base de chocolat, coco et goyave, confiture de goyave. D'accord? Et après, nous avons proposé jeudi une gyromonade avec de la farine de manioc, comme à l'ancien temps, quand nous mangions des haricots rouges avec de la farine de manioc, etc. Et aujourd'hui, nous avons proposé de la lentille avec de la cassave salée, de poisson, avec de la laitue et suivi aussi d'une brandade de morue. Avec la brandade de morue que nous avons et un dessert qui est la banane. Nous avons essayé de travailler des produits locaux pour pouvoir faire découvrir aux enfants tout ce qui est cassave. Pari réussi. Après 3 jours de dégustation, les élèves se sont appropriés les traditions de nos ancêtres amérindiens, enfin presque. La cassave, c'est quelque chose qu'on mange. C'est bon, là déjà qui n'aime pas. Et la cassave que je mange, c'est fait au poisson. Est-ce que c'est bon? Oui. Tu aimes ça? Oui. Est-ce que toi tu aimes la cassave? Non. Pourquoi tu n'aimes pas ça? Parce que j'aime pas le coco. Mais par contre, j'aime la morue qu'il y a là-dedans. De nouvelles saveurs qu'ils ont pu découvrir grâce au thème des 4e rencontres d'art et d'histoire, l'art et la nature des Amérindiens à nos jours. La cassave, c'est un produit qui était vraiment consommé, même pas la cassave, la farine de manioc en général, un produit consommé par les Amérindiens en grande partie. Donc c'est pour ça que nous, on a adapté nos menus cette semaine en ajoutant un plat amérindien. C'est très important, d'une part, on leur a parlé, de découvrir un petit peu ce qu'on consomme effectivement ces Amérindiens et que c'est bien pour eux d'apprendre, de reconnaître l'histoire. Une histoire savoureuse qu'ils ont pris le temps de déguster. Du sport à présent, ils s'y préparent depuis plusieurs mois. Le 22 novembre prochain, les 2 équipes féminines et masculines de kayak polo de Guyane s'envolent pour Buenos Aires, où elles participeront au championnat d'Amérique du Sud de la discipline. Les meilleurs de tout le continent vont ainsi s'affronter pendant 4 jours jusqu'au 27 novembre. Parmi nos athlètes, 2 joueurs du club de canoë-kayak de Saint-Laurent-du-Maroni. Elsa Gonzalez les a rencontrés. C'est dans un petit point d'eau aux abords du Maroni que le club de kayak vient pratiquer une de leurs activités, le kayak polo. Aujourd'hui, c'est match d'entraînement. 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent armés de leurs bras et de leurs pagaies. Parmi ces joueurs, 2 ont été sélectionnés pour participer au championnat d'Amérique du Sud, une première pour ce club et ses athlètes. C'est la première fois en tout cas en Guyane qu'on peut y participer. C'est un championnat sud-américain, donc tous les pays d'Amérique du Sud, ils peuvent envoyer une équipe filles, une équipe hommes. Et c'est la première fois qu'on y va, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais en tout cas, nous, ça nous plaît à tous. Parce qu'on va dire qu'en Guyane, on jouait en interclub, quoi. On s'affrontait entre clubs, mais bon, à la fin, on se connaît un petit peu. Et là, en senior, ça ouvre une belle opportunité pour avoir un niveau au-dessus, quoi. Pour Oriana, comme pour Guillaume, cela fait des dizaines d'années qu'ils sont en club. Arrivé en France il y a presque 10 ans, le kayak polo est une discipline qui allie à la fois la passion du kayak et le jeu sportif. Le kayak polo, c'est une sorte de rugby ou de handball en kayak. Donc à la fois il y a le ballon, le jeu collectif, avec tout ce que ça demande en termes
de placement collectif. Et à la fois du coup le sport de glisse avec le kayak, donc il y a déjà toute la maîtrise de son embarcation avec tous les gestes techniques qu'il faut pour déjà être à l'aise en kayak. Et ensuite on découvre le ballon et puis les caractéristiques de l'attaque et de la défense. Après 1h30 de match, retour sur la terre ferme. Le club de canoë-kayak du Maroni existe depuis 22 ans et compte aujourd'hui une centaine d'adhérents. Si la pratique du kayak est le but premier du club, la participation à des compétitions régionales, nationales ou extraterritoriales est la continuité de leur engagement. C'est la continuité un peu de tout ce qu'on fait avec les jeunes et sur la scène locale et voire même nationale. Parce qu'on a effectivement aussi 3 jeunes qui ont fait les championnats de France cette année, qui ont participé au championnat de France de kayak polo et qui sont revenus avec une médaille de bronze. Des médaillés, la Guyane en a apporté plus d'un, notamment le champion du monde de kayak polo, Franck Besson, qui rejoint l'équipe sélectionnée pour Buenos Aires. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle l'essentiel à retenir ce soir. Les agents de la régie communautaire de transport en grève depuis ce matin. Ils ont bloqué l'accès de la CACL pour dénoncer le comportement de leur direction. Aucune perturbation toutefois pour les usagers des bus. Le 14 novembre, journée mondiale du diabète, une maladie 10 fois plus meurtrière que les accidents de la route en France. Aujourd'hui, une action de sensibilisation a pris place dans un centre commercial de Matoury. Près de 300 personnes se sont fait dépister. Et enfin, une sortie pédagogique pour découvrir l'univers judiciaire. Des élèves de terminale du lycée Melchior-Garret ont passé l'après-midi au tribunal de Cayenne. Une douzaine de jeunes surpris par la réalité du monde du crime. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le 20h de TF1, puis vos programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous. À demain, même heure.